Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 21. L'histoire de François. Version petite vite. François avait adopté cet endroit. En retour, cet endroit demeurait plutôt anonyme envers lui. Et même si le jeune homme debout, derrière le zinc, savait exactement quelle mixture glisser devant lui 1 minute seulement après qu'il ne se soit installé au bar, il n'échangeait jamais plus que les mots essentiels. C'est-à-dire ceux concluant sa soirée. Ça fera X montant. Voici. Merci beaucoup. Ce client discret y allait les mardis et les jeudis soirs. Son logement se trouvait à quelques rues de là, et quand il rentrait chez lui, après avoir siroté 3 verres de son cocktail préféré, il comptait soit les arbres sur son chemin, soit le nombre de portes. François aimait occuper son esprit par ce petit jeu qui devenait son compagnon l'instant d'un instant. Ses sorties dans ce lieu privé, mais public à la fois, constituaient le cœur de sa vie sociale. Pourtant, il avait connu une belle époque, plus jeune, sa trentaine, sa quarantaine, le début de sa cinquantaine même. Cette décennie qui se terminerait bientôt, animée de fêtes décadentes s'enchaînant à un rythme qui au final devint insoutenable. Des visages, des noms, des conversations profondes à changer le monde, et d'autres plus vaines à s'arracher la matière grise de la boîte crânienne. De la drogue, de l'alcool aussi, et du sexe, des culs, des bites, des langues, des peaux, de toutes les couleurs. Il en avait goûté, jusqu'au jour où tout, absolument tout, l'avait profondément lassé. Cet endroit, il l'avait repéré, un appel indicible l'y avait attiré, et quand il avait pris place sur un des tabourets, avec vue sur l'ensemble de l'air, il avait senti son plexus se dénouer. Ici, François pourrait obtenir sa dose d'humanité sans se compromettre. La pièce, dont l'accès n'était réservé qu'aux adultes, se situait au rez-de-chaussée d'un hôtel sobre mais luxueux. La clientèle de l'établissement se rendait au bar pour décompresser après des heures de voyagement épuisantes, ou une réunion d'affaires cruciale. Des rendez-vous secrets y étaient aussi donnés. Des verres en solitaire y étaient descendus. Des conversations entre amis laissaient éclater des pluies de rire, ici et là. François captait des autres ce que son imagination voulait bien utiliser de cette source. Il échafaudait des existences à distance et cela le stimulait amplement. Parfois cependant, un homme venait l'aborder. S'il lui plaisait, il lui épargnait la conversation météo et allait droit au but. Nous montons. Une fois dans la chambre de l'étranger, François était souvent celui qui établissait les règles du jeu entre adultes consentants sur le point de débuter. Préservatif, même pour une pipe. Sexe anal seulement si mon excitation a bien escaladé et que j'en ai envie. Et ta bouche sur ma bouche. Les hommes acceptaient les consignes de ce bel homme confiant et la session débutait sans inhibition. François avait depuis longtemps compris la différence entre amour et plaisir. Pour lui, les délices de la chair étaient comparables à un somptueux repas gastronomique occasionnel. À chaque fois, il comptait tirer le meilleur de l'expérience. Et si un de ses partenaires furtifs arrivait à lui extirper un cri, son but était atteint. La secousse sexuelle le ramenait à la vie, le temps que l'engourdissement se réinstalle jusqu'à la prochaine fois. Un jeudi soir, François sentit que quelque chose avait changé. L'environnement était le même, le jeune homme derrière le zinc aussi. Le confort de l'assise du tabouret, tout cela familier, pareil que les autres fois.
Bien sûr, la clientèle changeante provoquait une fluctuation constante de l'ambiance du lieu. Mais ce soir, ceci n'expliquait pas cela. Quelque chose s'imposait, se remarquait. Un individu pianiste s'était installé sur le banc de l'instrument placé dans un coin de la grande pièce. Habituellement inanimé, ce soir, bien au contraire, la musique faisait croire que cet objet avait toujours été ainsi vibrant de mélodies s'élevant sans fin. De dos, François n'arrivait pas à distinguer le sexe du joueur. Les cheveux relevés en chignon sur la tête étaient également rasés ras sur une bonne partie du crâne. Les épaules pouvaient être celles d'un homme ou d'une femme, les vêtements aussi. Sur le clavier, des doigts graciles, aux gestes assurés, couraient à droite, à gauche. À un moment, l'être au piano cessa son jeu et vint prendre place au bar, à quelques tabourets seulement de François. C'était un jeune homme qui parlait maintenant avec le mixologue. Le talentueux musicien avait le style vestimentaire de celui qui aurait plutôt fait hurler une guitare électrique que de celui qui livrait des airs classiques avec tant de naturel. Sur ses poignets, de larges bracelets de cuir que l'intrigué n'avait pas jusque-là remarqués, dont un clouté avec des rivets plats, question de ne pas laisser cet accessoire briser son flot au clavier. Sur son t-shirt élimé, les mots « Fuck the System », en hommage sans doute à l'un des albums d'Exploited. Et quand il plongea son regard dans celui de François, il remarqua un épais trait de colle tout autour d'un seul œil. L'effet fut déstabilisant, mais il tint bon face à cet inconnu. L'autre n'est jamais que soi-même après tout. Quelques paroles échangées avec le jeune homme derrière le zinc, et puis Elliot retourna au piano, avec son verre à peine entamé. François imagina qu'il entretenait une relation intime avec le jeune mixologue parce qu'il crut percevoir entre eux une chimie de complicité qui pouvait prendre source dans une certaine séduction. Quelle ne fut donc pas sa surprise lorsqu'au bout d'une autre demi-heure installée au clavier, de retour au bar, le jeune musicien lui offrit un verre à lui, ce client installé au comptoir. Ce qu'il ne savait pas, par contre, c'est qu'Elliot le faisait parce que de François se dégageait une tristesse, et que de voir cet homme plus âgé, là, cet homme qui donnait cette impression d'un condamné qui écoule son temps, lui faisait un pincement au cœur. Ce geste, il en était surtout un de considération. Je te vois, tu existes, je signifie ta présence. Comme un hochement de tête respectueux lorsqu'on l'on croise sur un trottoir, un être dont l'aura laisse entrevoir un besoin évident de reconnaissance. François aurait pu être le père d'Elliot, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit au pianiste en ajoutant « Ce serait à moi de t'offrir un verre pour te remercier de transformer ce lieu. » Et c'est ce qu'il fit. Ce soir-là, ils s'enterrent à un bref échange convenu entre étrangers polis. Cependant que toute cette fin de semaine-là, François revenait à ce qu'Elliot avait laissé d'impression dans lui. Il le revoyait de dos, au piano, au bar avec cet œil maquillé, à rire parfois sans retenue pendant leur conversation superficielle mais agréable. Mardi arriva enfin, et il se prépara avec hâte à se rendre au bar de l'hôtel. Elliot lui avait expliqué qu'il avait obtenu du gérant de l'établissement qu'il puisse pianoter lorsque l'envie lui prenait, n'ayant pas d'instrument chez lui et désirant améliorer sa pratique. François priait que le jeune homme soit installé au clavier à son arrivée, mais il ne l'était pas. L'homme solitaire but son premier verre, tête baissée, pour noyer sa déception avec morosité. Il se tensait d'avoir perdu de vue un de ses principes de vie, lui dictant qu'il ne faut pas tabler sur des attentes. À une gorgée d'avoir vidé sa peine, un deuxième verre fut poussé vers lui, par Elliot. Ce soir, le jeune pianiste venait remplacer le jeune homme derrière le zinc, le temps que celui-ci vaque à une obligation de courte durée. François reprit sur lui et cette fois, il s'engagea dans une conversation riche et profonde avec Elliot, qui les fit se révéler un peu plus l'un à l'autre. Tant et tellement que lorsque le mixologue revint, Elliot proposa à François qu'il s'installe à une table que le pianiste au look punk choisit dans un coin discret et feutré. François comprenait combien cet être devant lui le fascinait, l'interpellait. Ce visage, il était l'harmonie même. Ce corps détendu détendait le sien. Elliot demanda à l'homme pourquoi cette empreinte de tristesse sur lui. Ce à quoi François répondit qu'il était là, tout simplement,
et que l'espèce humaine, il préférait s'en garder à distance pour l'observer plutôt que de s'y frotter. Quelqu'un a déjà dit « Je n'ai pas assez de foi dans la nature humaine pour être anarchiste », conclut Eliot. François frissonna. Qui était ce jeune homme finalement? Il semblait envoyé tout spécialement pour lui, pour le ramener à l'essence. Et Eliot le lisait avec sagacité et humilité, malgré son jeune âge par rapport au sien. Un jour passa et le jeudi, Eliot était au piano pour une bonne partie de la soirée. François espérait déjà passer un autre moment avec lui, partager une autre conversation. En si peu de temps, cet être était devenu une nourriture, bien que la nature indépendante de François n'eût jamais fléchi face à la chimère du sentiment amoureux, trop éphémère et égoïste au final. Il savait que cet humain, il lui inspirait cet espoir de développer un lien de réciprocité. Eliot vint au bar après avoir livré plusieurs préludes de Chopin. François remarqua que l'œil lourdement maquillé au col n'était pas le même que les autres fois. Une petite fantaisie amusante. Il salua François avec une familiarité respectueuse et ajouta tout simplement « J'aimerais venir chez toi ce soir si tu en as envie ». C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent face à face dans le boudoir de François, là, dans la pénombre. Eliot murmura quelque chose de presque inaudible. « Je suis en transformation. »« Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je suis un homme né dans un corps de femme. Je prends un traitement hormonal et j'ai presque terminé l'année d'expérience de vie réelle en tant qu'homme exigée par le chirurgien qui effectuera ma mastectomie, suivie de celle pour ma phalloplastie. » « Tu es une personne transsexuelle? » »« Oui. »« Donc, tu es un homme dans un corps de femme en transformation qui aime les hommes, c'est ça? » »« Oui. » »« J'imagine que puisque ta transformation ne fait que commencer, ce corps qui est le tien maintenant, tu n'y es pas vraiment attaché. » En effet, j'évite les miroirs pour ne pas être confronté par cette étrangère qui est à ma place. Eliot? Oui. J'aimerais être en transformation moi aussi. Le jeune homme fixa François, ne sachant que faire de cette information. Cet homme se jouait-il de lui? Mais François poursuivit. J'aimerais revenir à ce corps plus jeune qui était le mien, inverser la vapeur de Chronos. L'image que je vois dans le miroir n'est plus la mienne. Nous sommes donc tous les deux en décalage. Bien sûr, François comprenait que la situation d'Eliot était beaucoup plus empreinte de détresse que la sienne. Cet être avait toujours vécu en rejet de son propre véhicule. Mais pour lui, la détresse prenait source dans l'inévitable. Celle d'Eliot, cependant, pouvait être métamorphosée vers l'allégresse et l'apaisement. C'est ce qu'il voulait lui communiquer. Eliot accueillit sa perspective avec intérêt et quitta l'appartement de François avec un sentiment de profond soulagement. Cet homme se révélait ouvert d'esprit, de cœur, mais aussi de corps. Eliot revint chez François le lendemain soir, parce qu'ils en avaient convenu ainsi la veille. L'homme plus âgé était prêt à respecter le jeune pianiste en transformation dans son rapport à la sexualité. Eliot retira ses vêtements devant François, qui aperçut l'armure du jeune homme trans, une poitrine compressée par un binder et l'illusion d'un sexe masculin créé par un packer glissé dans un string conçu à cet effet. Eliot n'irait pas plus loin. De toute manière, pour lui, sa nudité se limitait à cet état pour l'instant. François se dévêtit à son tour, complexé par sa peau flasque et plus fine, ses veines verdâtres et ses poils blancs. Eliot lui insuffla l'assurance de son désir quand il s'avança vers lui et posa ses lèvres sur les siennes. La session qui s'ensuivit fut ponctuée de moments de malaise dénoués par des rires, et au final, Eliot recevant le sexe de François par sodomie, en glissant le string de sa raie au bout de plusieurs heures à s'apprivoiser, ils connurent ensemble le délice de premiers orgasmes partagés. Ce qu'ils ne savaient pas ce soir-là, c'est qu'ils allaient se découvrir pendant encore de nombreuses années. François fut le premier homme dans la vie d'Eliot, l'homme, et Eliot fut le dernier homme dans la vie de François, le renouvelé. Là où je vous amène,
suite à ce plongeon dans cette histoire d'homosexualité masculine et de transidentité créée de toutes pièces, est dans un lieu expérientiel qui m'est bien davantage familier et qui vous est assurément bien davantage familier également. Là où je vous invite, je peux affirmer avec assurance que je vous y retrouverai puisque chacun de nous y passe, à plus d'une reprise dans sa vie, avec ou sans heurts, avec ou sans conscience de cette visite obligée, plusieurs fois renouvelée au cours de notre existence. J'ai nommé la transformation. Dans la fiction mettant en scène Eliot et François, ce thème se décline en différents angles, dont voici quelques exemples. Évidemment, celui de la métamorphose corporelle intentionnelle par l'expérience d'Eliot, suivi de celui de la métamorphose corporelle non intentionnelle par le vécu de François, mais aussi celui de la modification de l'ambiance d'un lieu physique par la musique, et celui de l'inconfort déstabilisant d'une brèche dans notre corps émotionnel. Qui de nous peut prétendre ne jamais avoir été l'objet d'une quelconque transformation au cours de son existence? Il faudrait vivre dans une capsule totalement hermétique pour ce faire. Il faudrait ne pas entrer en contact avec personne qui puisse nous influencer, nous décrire, nous transmettre. Il faudrait encore ne pas voir notre réflexion dans un miroir, ne pas voir notre ombre non plus. Donc, vivre dans une capsule hermétique qui nous bloquerait de tout, de notre environnement, avec tout ce que cela implique, incluant tous nos sens, incluant même celui du toucher. Et même s'il ne nous restait que notre conscience dans la boîte crânienne, là encore, nous ne pourrions pas prétendre ne jamais avoir été l'objet d'une quelconque transformation au cours de notre existence. Tout se transforme, n'est-ce pas? Jusqu'à nos idées, jusqu'à nos conceptions du monde. Notre conscience, cette substance impalpable, notre corps, cette substance physique palpable, nos environnements aussi, avec tout ce qu'ils comportent, les autres humains, les autres animaux avec qui nous partageons la planète, les objets, les tableaux de chaque jour selon la météo. Tout se métamorphose. Selon le Robert, sa version d'écho en ligne, un synonyme de transformation est changement. Dans le volume 3, numéros 1 et 2 d'une collection d'écrits intitulée Interaction, publié au printemps-automne de l'année 1999, se trouve un article de 12 pages ayant pour titre « Accompagner l'individu en transition dans un projet de changement », écrit par Michèle Roberge, une travailleuse sociale et conseillère en orientation œuvrant dans la région de l'Estrie. On peut lire que, ouvrir les guillemets, ce qui est fascinant dans la nature, c'est de constater comment les changements se font doucement, peu à peu et presque imperceptiblement. Fermez les guillemets. Au moment où je ponds ce segment transitoire, l'automne s'installe un peu plus à chaque jour au détriment d'un été qui ne sera bientôt plus que du passé. Juste hier, je me suis extasiée devant tous les petits fruits et toutes les graines séchées sur les tiges des végétaux, comme de parfaits garde-semences jusqu'au printemps prochain. Tout doucement, les feuilles se colorent d'ocre et s'assèchent. L'automne à nos portes, lentement mais sûrement. Le mot changement est donc un synonyme de transformation, mais il est aussi pour un autre terme en lien avec la thématique de la métamorphose, transition. Cependant que Michèle Roberge précise que, ouvrir les guillemets, le changement est situationnel et il se fait de façon précise. On habite un nouveau lieu, on a un nouveau rôle dans une équipe. Durant ce temps, la transition se vit progressivement à l'intérieur. C'est le processus psychologique à travers lequel nous passons pour vivre dans la nouvelle situation. Le changement est externe et visible. La transition est interne, voire même intime et unique à chacun. Elle est un processus vivant, non mécanique et automatique. Fermez les guillemets. Les mots transformation et transition, ils partagent le préfixe trans. Ce même préfixe qui est devenu dans notre société socialisée un nom et un adjectif, qui toujours selon le Robert en ligne,
est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance, comme notre tout juste rencontré héros Eliot. Tandis que le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française définit une personne trans comme étant une personne qui a une identité de genre différente de son genre assigné à la naissance, qu'elle modifie ou non son expression de genre ou son corps pour les faire concorder avec cette identité. Eliot s'est engagé dans une voie de changement physique avec l'hormonothérapie en vue de subir 2 chirurgies majeures. Et cela touche directement à son expression de genre, à sa carte visuelle de lui dans ce monde, à son rapport à lui-même dans un miroir et à ce que les autres percevront de lui à son contact. Mais qu'il se sente homme intérieurement, dans ce corps de femme que la nature lui a donné, au point de désirer toute cette métamorphose physique, cela touche à son identité de genre. Et puisqu'il y a une incohérence entre son identité de genre, comment il se sent, et le sexe qui lui fut attribué par la biologie, ce qu'il voit, il y a ce qui est appelé dysphorie de genre, d'installer en lui, ce qui crée sa détresse, sa confusion. Eliot est dans les limbes, et le sera jusqu'à ce que sa transformation physique ne soit complétée, jusqu'à ce que son expression de genre ne soit consolidée. Alors seulement sa transition intérieure et intime pourra s'apaiser. Si nous restons sur le site Internet de l'Office québécois de la langue française et que nous passons maintenant par la banque de dépannage linguistique, nous apprenons que l'étymologie du préfixe trans vient du latin et signifie au-delà, de part en part ou à travers. Il exprime l'idée de passer, de changer ou d'être situé par-delà quelque chose. Et je vous replace devant ces tableaux de la nature qui vont et qui viennent, si imperceptiblement, et qui influent sur notre monde intérieur, sur notre humeur, sur notre niveau d'énergie. Je vous replace au cœur de l'existence elle-même, bercée par le temps. Ce temps que nous faisons ici, sur cette planète, à passer au travers nos vies, à subir transition après transition, sans pouvoir rien en changer. Heureusement, tout passe. L'écrivain et philosophe contemporain du siècle des Lumières, Denis Diderot, a dit, ouvrir les guillemets, « Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. » Fermez les guillemets. Ce temps, ce tout-puissant, celui que notre autre héros, François, ose nommer et regarder en face. Parlons-en ensemble, chers auditeurs de la Slow Sex. Et vous, chers friands de ma version écourtée, allons de ce bond découvrir quelques-uns de mes méandres personnels, fil en main. Et comme Thésée, nous retrouverons le chemin, au-delà, de part en part, à travers. Promis, juré. Toujours dans ce but d'inspirer une translation vers votre propre labyrinthe intérieur personnel. Transmutation. Auditeurs, je vous remercie. Ce temps que j'investis pour pondre chacun de mes épisodes, vous me le rendez motivant, en tendant l'oreille à mon produit créatif au moment de ses mises en ligne. Vous contribuez ainsi à un cycle, à l'évolution de mon aventure, et cela me transforme, et bien humblement, j'espère que cela vous transforme aussi pour le mieux. Comme François, je réalise de plus en plus la transformation provoquée par le passage du temps, sur mon corps, mais aussi sur le comment je vis chaque heure de mes journées. Souvent, la jeunesse nous donne cette impression d'éternité, de tonnes de temps devant nous. J'aime à dire que plus on vieillit, plus on constate par expériences diverses que rien n'est à prendre pour acquis, pas même le prochain jour. Ce temps de nos 24 heures revêt un caractère de plus en plus précieux. Pendant nos jours d'adultes qui avançons sur nos lignes du temps, il faut apprendre à conjuguer de plus en plus d'activités
et de relations. Le boulot, certes, mais aussi nos obligations quotidiennes reliées à nos besoins de base, comme manger, faire les courses, préparer nos repas, contribuer à notre vie de famille peut-être, en tant que parents, en tant qu'enfants si notre parent est vieillissant. Investir dans nos amitiés qui nourrissent notre âme, en étant généreux de notre écoute et de notre présence. Trouver aussi du temps pour soi, pour se calmer, se recentrer, se détendre, se faire plaisir. Et au travers tout cela, maintenir le bonheur d'une vie intime, avec un ou des partenaires. Nos vies sont occupées et vieillir pendant quelques décennies est synonyme d'accumulation d'activités et de relations. Pour créer mon balado, je me crée des heures. Je me tire du lit à tous les matins entre 4 et 5 heures. Je m'installe à ma station de travail pour écrire, pour rechercher, pour enregistrer, pour nettoyer cet audio capté, ficeler son montage, bref. Toujours quelque chose à faire. Mais ça, ce n'est qu'une part de mes journées. Pour la suite de mes heures, je dois me mettre en mode maman pour le réveil de mes ados, que j'aide à débuter leur journée pour veiller à ce que leur organisation soit au mieux. Je m'installe ensuite à ma station de travail, mais cette fois pour bosser un bloc de 8 heures en mode télétravail pour gagner mon chèque de paye. Je redeviens une maman qui voit revenir ses poussins au bercail. Je m'offre un moment activité physique comme un jogging léger, une longue marche ou un 25 minutes de spinning dans mon salon. Je fais des courses et où je prépare le repas de fin de journée. Je deviens le taxi pour mes enfants basketballeurs. Je fais une ou plusieurs leçons d'allemand à l'aide d'une appli apprentissage de langue que j'ai choisi d'utiliser au quotidien il y a 1 an. Bien sûr, au travers toutes ces heures, il y a mes communications texto et audio avec les gens qui ont une place spéciale dans ma vie, mes amis, ma famille, des partenaires intimes. Des heures bien occupées, dont le rythme me plaît beaucoup. Je l'ai dit dans des confidences d'épisodes antérieurs, je comprends toute l'importance de la gratitude pour mon ici et maintenant. À tous les jours, quand je dépose la tête sur l'oreiller, je sais que j'ai fait tout en mon pouvoir pour être la meilleure personne que je pouvais être ce jour-là, en choisissant le bien, le beau, le bon, comme motivateur de mes gestes et de mes paroles. Cette ligne directrice me permet ainsi de vivre avec une conscience paisible. Et si la vie décidait que mon temps arrive pendant mon sommeil pour ne jamais plus m'accorder un nouveau réveil, j'aurais la paix de savoir que les gens autour de moi auraient eu la meilleure version de moi-même jusqu'au bout. Cette vie, c'est bien elle qui décide de là où nous devons aller. En effet, malgré que mes journées semblent réglées comme papier-musique, en tant qu'humaine, je sais bien que je dois toujours garder une certaine flexibilité mentale pour accueillir toute fluctuation dans le déroulement de mes journées. Et que même si quand je me lève, j'ai une foutue bonne idée du où et du quand pour toutes mes prochaines heures d'éveil, il y a toujours des imprévus. Et attention, des imprévus, ce n'est pas toujours des wrenches que la vie nous lance par la tête. Ce peut être de magnifiques cadeaux surprenants. Cette vie qui nous aime et nous donne toujours exactement ce dont nous avons besoin dans cet instant veut nous aider à évoluer. J'en suis une fervente croyante, parce que combien de fois j'en ai eu la preuve. La vie, son timing, son synchronisme hallucinant, combien de fois j'en fus le témoin. Pour vous donner quelques preuves de ce que j'avance, des confidences en lien avec mon intimité comme d'habitude. Je vous ramène à la dernière semaine du mois de septembre passé, pendant laquelle j'étais en pleine ponte de ce 21, de mon segment transitoire d'abord, ce petit frère de mon plus long que je nomme ma réflexion universelle, qui suivit, lui, quelques jours plus tard. Dans mon processus, ces 2 segments sont très souvent reliés, l'un inspirant l'autre son sujet. Ce moment dans mon processus créatif, il provoque une immersion dans mon sujet que j'approfondis pendant 2 ou 3 semaines. Et cela provoque en retour souvent des clins d'œil de la vie. Sortez vos calendriers. C'est parti. Le mercredi 25 septembre, en me rendant à mon lieu de travail à longue distance de chez moi que je dois visiter une fois semaine, je reçois un texto
d'un ancien amant. Bon matin, Loïse. Ton 15 est très touchant. Il m'a fait du bien. Cet être né homme, notre dernière communication texto, remontait au 27 septembre 2023. Donc, presque un an, jour pour jour. Et notre connexion, elle remonte au tout début de mes explorations, après ma séparation d'avec le père de mes enfants, soit en 2014. Il est le deuxième individu rencontré par une application de rencontre de toute ma vie. Mon deuxième Tinder, comme diraient certains. Moi qui navigue les applis de rencontre depuis maintenant 10 ans, sporadiquement, par période. Bref, la vie qui me souffle d'écrire à propos de la puissance et de l'importance du timing, de son rythme cyclique tout à la fois qu'il soit linéaire. Voilà l'imprévu qu'elle m'offre en ce mercredi matin. Boum, coucou, blast from the past. Ton 15 m'a fait réaliser combien je me suis éteint dans ma relation actuelle, en me conformant, par incapacité à me faire entendre, à fixer mes limites et agir avec fermeté. Celui que j'étais existe encore, mais je le sens très loin, comme un vague souvenir auquel tu m'as reconnecté. As-tu évoqué mon passage dans tes chroniques? Je crois que oui, mais à toi de me dire. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce 21, je ne l'avais pas fait parler de toi, mentionner notre connexion. Mais voilà, tu y es maintenant, évoqué quelque part dans mon projet. Et peut-être que tu le seras à nouveau dans un épisode futur. Cet homme et moi, nous avons entremêlé nos lignes du temps pendant quelques mois, en 2014 et 2015. Nous avions l'impression d'être comme un frère et une sœur qui s'étaient retrouvés et qui parfois se barbouillaient de leur sucre, comme de petits cochons. Une relation dans la transparence et l'ouverture. Lui qui avait une amoureuse et d'autres potentiels partenaires intimes, avec qui il n'était pas transparent. Et moi qui explorais aussi, avec d'autres humains, les subtilités des dynamiques intimes dans la transparence de mon côté. 10 ans de connexion, bien que nous ne nous soyons pas revus depuis 2015. Mais parfois, comme ce mercredi 25 septembre 2024, un coucou de sa part et une réponse de la mienne. Le temps cyclique et linéaire à la fois. Le lendemain, le 26 septembre, un nouvel être né homme avec qui je suis en communication depuis le 13 septembre à 7h23 plus précisément, moment de notre match, parce que j'ai pris la décision de retourner sur Hinge pour recommencer le processus de rencontre depuis le début, puisque cet individu mentionné en fin de mon 20, celui avec qui je croyais avoir eu un bon début, n'a jamais cherché à réparer le pot cassé de notre 6e rendez-vous avorté. Et pire encore, de là, il m'a ghosté. Et sa raison servie, quand je l'ai invité à me fournir une explication, c'est que son collègue s'était fait renvoyer le samedi de l'annulation de notre rencontre planifiée et que cela expliquait son comportement à mon égard, son ghosting d'une durée totale de 3 jours. Ouais, ok, passons. Revenons donc à ce nouvel individu avec qui j'ai obtenu un match le 13 septembre, que j'ai rencontré dans la réalité pour une marche et une convo au parc Jeanne-Mance à Montréal 3 jours plus tard, soit le 16. Et à qui j'ai dit après une petite demi-heure que je n'étais pas convaincue d'avoir ce oomph à son égard, malgré que je trouvais vraiment plaisant notre moment partagé, un peu comme renouer avec un ami. Lui, il m'a répondu qu'il laisse habituellement 3 mois à une connexion naissante pour voir comment les choses évolueront. Wow, ok. Et puisque je suis en mode revisiter mon processus de connexion dans son ensemble, j'ai opté pour l'ouverture et lui ai répondu « D'accord, voyons voir ce que la vie a en réserve pour nous. » Et ce qu'elle a eu en réserve, c'est que de là, quel bordel pour essayer de synchroniser nos existences, afin de nous croiser à nouveau pour une 2e fois, pour un repas partagé, un petit rendez-vous, tout ce qu'il y a de plus simple. Le jour du 26, jour où nous avions fait une tentative pour faire fonctionner ce 2e rencard, tentative qui fut annulée par le wrench lancé que fut le début de la saison basket de mes enfants,
ce qui signifie que la maman que je suis doit jouer au taxi en soirée de semaine. Cet individu connexion naissante dans ma vie, sans savoir que je bossais sur mon segment universel à propos du timing, sans même savoir que je suis la créatrice d'un balado point à la ligne, il m'envoie ce texto à 8h28 du matin, en réponse à un texto que je lui avais envoyé 2 jours avant, en lien avec le fait que je crois que la vie décide pour nous et que nous sommes dépendants des circonstances. Sa réponse. Je crois plus au libre arbitre qu'au déterminisme. C'est plus le temps qui coince. Ça me rappelle la chanson d'Aznavour. Je danserais bien là-dessus avec toi, tiens. Et moi, en inculte de l'œuvre de cet immense artiste, et curieuse de découvrir cette chanson, je lui demande, quelle est cette chanson d'Aznavour? Le temps. Mais oui, of course. Of course qu'exactement au moment où je planche comme une démone à ficeler un contenu cohérent à partir de recherches que je fais depuis plusieurs jours à propos du temps, que le temps est le nom de cette chanson que cet inconnu tout juste arrivé dans ma vie me propose d'écouter. Alors moi, en retour, je lui envoie une de mes chansons préférées d'un de mes artistes forts, Time de David Bowie. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy. Cet individu avec qui j'ai matché le 13 septembre, nous avons décidé mutuellement de mettre fin à notre connexion vendredi le 4 octobre, quand une autre tentative fut annulée pour cause de wrench lancé. Un événement techno-surprise auquel je voulais absolument assister. C'en était trop. Je lui ai dit, c'est bon, on aura réellement essayé, je crois. Il m'a répondu que lui non plus n'y croyait plus beaucoup à notre synchronisme, mais qu'il était curieux de me revoir. Bah, parfois il faut s'incliner et reconnaître que notre timing est off, c'est tout. Bonne continuation. Moi, je suis à la recherche d'un individu partenaire dont l'existence s'entremêlera avec la mienne, avec fluidité. Un facteur auquel j'ai parfois omis d'y accorder sa véritable importance. Mais pas cette fois. Cette fois, je veux une présence. Je veux vivre des moments à deux, sur une base régulière et nourrissante, dans un équilibre. Il existe ce juste milieu entre la fusion totale et anxiogène de deux existences et les rendez-vous mensuels d'amants débordés. Bon, on y est presque, à la fin de ce 21, à propos de la transformation dans nos vies, du temps cyclique, des connexions qui vont et qui viennent en spirale, il me semble, malgré que le tout défile en file droite, vers l'inexorable fin de ce même tout. 2 autres événements abracadabrants à propos de ce temps qui décide de beaucoup dans nos vies, malgré nous, et donc de ce timing fidèle allié de la vie, qu'il faut apprendre à accueillir dans nos existences, pour tout ce qu'il peut nous révéler d'opportunités à évoluer et ou à s'incliner avec grâce et acceptation. Le 28 septembre, toujours en plein travail de rédaction à propos du temps pour mon segment Réflexion universelle de ma version longue. Bing, nouveau like, Inge. Je reçois un coucou d'un être né homme qui était en couple avec un être né femme en février 2015, lorsque j'ai découvert le bonheur des plans à 3. Lui et son amoureuse, avec qui il est toujours, ils furent mon deuxième couple rencontré via Tinder, cette appli que j'utilisais à l'époque. Mais que se passe-t-il, chère vie? Que veux-tu me faire comprendre? Pourquoi me ramener ces gens d'il y a une décennie, de cette époque où toute mon aventure assumée de navigation exploratoire de l'intimité débutait? 2 en 3 jours, c'est du condensé événementiel, ça? Tu veux me faire réaliser qu'un cycle se complète, qu'une boucle se ferme? Cet homme attrayant, il me confirme que lui et sa complice ont 2 enfants maintenant. Et parce qu'ils sont parents, ils jouent chacun de leur côté, afin que l'autre partenaire de l'unité familiale s'occupe des enfants pendant ce temps. Décidément, ils ont une formule gagnante. Bon, c'est gentil de m'avoir salué, mais pour l'heure, jouer n'est plus ce que je cherche à vivre.
pas tant que je n'aurai pas rencontré un individu avec le potentiel de devenir mon chêne, cet être avec qui je peux avoir du plaisir et en qui je peux avoir confiance. Ma personne clé pour qui je serai la personne clé. Tiens, sans idéaliser votre relation, chers play partners du passé, réapparue presque une décennie plus tard pour me faire un coucou, peut-être que la vie veut me rappeler que vous avez contribué, par votre relation de l'époque, à me faire croire au fait que l'intimité autre que le modèle hétéronormatif et exclusif sur du long terme est totalement possible. Je trouverai cet être complice, moi aussi. Enfin, dernier événement abracadabra. Autre match via Hinge, ce même samedi 28 septembre, mais en soirée. Puisque l'autre candidat potentiel du moment et moi n'avons pas un super timing, j'avoue que je continue de l'avant. Donc, convo par écrit intéressante, avec un être né homme, kinky, respectueux, père, businessman, confiant. Cela mène à de courts échanges au quotidien, jusqu'au mercredi, moment où il me propose une rencontre dans la réalité. Rafraîchissant, puisque c'est toujours moi qui en viens à le proposer en premier dans le processus. Surprise par cette initiative, j'en oublie qu'au moment où nous avons fixé cette rencontre, c'est-à-dire au vendredi matin, lorsque je reviendrai de chez mon ostéopathe, je serai accompagnée de mon fils, à qui j'ai décidé hier seulement de donner mon rendez-vous parce qu'il a une blessure au pied qui est plus urgente que mon tune-up mensuel. Bref, je dois annuler notre rencontre du vendredi matin, quelques petites 10 minutes seulement après l'avoir acceptée. Aucun souci qu'il me dit, et avec gentillesse, il ajoute « Tu m'intrigues. Alors, nous ferons en sorte que cette rencontre se concrétise. » Génial. Ce vendredi-là de notre premier rendez-vous manqué, je lui écris, de retour de notre visite chez l'ostéopathe, que j'ai un petit pincement au cœur quand je suis passée devant la sortie qui m'aurait menée à lui dans la réalité. Il se fait encore rassurant et nous en venons à fixer un face-à-face pour dimanche en matinée. Super. En soirée de ce vendredi, je dois aller faire du shopping de fringues pour mes enfants bambous qui poussent à vue d'œil. Pour ce faire, nous nous rendons dans un mail où un décathlon est installé. Excellent rapport qualité-prix que ce commerce, le seul de la rive sud de Montréal. Quand nous entrons dans le centre d'achat, j'ai la tête dans mon écran pour tenter de mettre la main sur un billet de cet événement musical que je ne veux absolument pas manquer. Oui, celui qui m'a fait annuler mon rendez-vous avec l'autre potentiel candidat. Bref. Bing! Texto de cet individu kinky, respectueux, père, businessman, confiant. Are you at my Champlain? Yes. Turn around. Je me retourne et il est là, à petite distance, assis sur le rebord d'un bac de fleurs. Mais oui, c'est bien lui, je le reconnais. What are the odds? Puisque nous ne textons que très peu à tous les jours, bien sûr que je ne lui avais pas donné mon planning de la journée heure par heure. Lui, il est là pour sa business. Business dont je n'avais absolument aucun détail, puisque je ne lui en avais pas encore posé de questions à ce stade-ci de notre connexion naissante. Quel hasard! Quel timing! Et en fait, mesdames et messieurs, à bien y réfléchir, ce genre de surprise n'est jamais survenu pendant ces 10 dernières années à naviguer les rencontres. Jamais qu'une rencontre brise-glace ne se soit faite ainsi, spontanément, avant même qu'une première rencontre dans la réalité ne se soit concrétisée. Complètement fou. Cet individu et moi, nous avons quand même été bruncher le dimanche. Il est un individu explorateur, éduqué et charmant. Mais je ne crois pas que la vie nous fera avancer ensemble sur nos lignes du temps. Un manque de fluidité dans l'entremêlement de nos existences. À nos âges, avec toutes nos activités et relations dans nos vies individuelles, quel défi de débuter une connexion significative avec un nouvel humain. Il faut créer le temps et l'espace pour ce faire. Et je suis prête. Je ne crois pas que cet individu ne le soit, ni même que ce soit ce qu'il veuille. Débuter une connexion significative. Mais quand même, merci à toi, vie,
qui réussit si souvent à me faire sourire. Tes synchronismes époustouflants, ils m'éblouissent et me rendent humble. Je suis prête à accueillir et découvrir cet humain qui me fera vibrer et que je ferai vibrer en toute réciprocité. Je m'en remets à toi, chère vie qui sait, parce que je ne suis qu'un grain de sable dans toute l'infinité de tes possibilités et que tout arrive à point à qui sait attendre. Je m'abandonne avec volontarisme à ton ultime volonté.